le ministre de l'Éducation. Sur les éléments qui vont guider la rentrée, qui vont permettre à tout le monde de fréquenter nos écoles, de garder nos écoles ouvertes. Je veux évidemment saluer ma collègue, Isabelle Charest. Bonjour Isabelle, ministre déléguée à l'Éducation et ministre de la Condition féminine, et Dr Arruda de la Santé publique. Merci beaucoup d'être présent et de nous avoir aidés tout au long de la préparation de cette rentrée qui est imminente, évidemment. La mise au point qu'on fait aujourd'hui, les ajustements qu'ils font aujourd'hui, arrivent après les ajustements qu'on a fait le 11 août, mais je vous dirais après même la mise en jeu qu'on a fait en juin dernier, très tôt, pour permettre au réseau scolaire de s'organiser, de se préparer. C'est important de le dire, la plupart des éléments très importants, structurants qu'on a annoncés en juin tiennent toujours. Par exemple, on avait annoncé qu'il n'allait pas avoir de bulle classe, ce qui est très important pour nos jeunes et pour l'organisation scolaire pour planifier l'embauche des enseignants, pour faire les horaires des élèves, et s'annoncer en juin. Et c'est encore, évidemment, en force. Pas de fréquentation en alternance pour nos jeunes de secondaire 3, 4, 5. On l'avait annoncé en juin, ça fonctionne toujours. Ça a permis au réseau de se préparer à l'avance. Le transport scolaire. L'an passé, on ne pouvait pas avoir le nombre régulier d'élèves dans le transport scolaire. Cette année, c'est possible de le faire. Donc, ça aussi, c'est très important, je vous dirais, cet élément-là, parce que quand on change le nombre d'élèves dans les autobus, ça change les parcours scolaires. Et parfois, il y a des élèves dont les parents sont séparés qui avaient, l'an passé, pas le transport voulu et requis. Cette année, c'est possible. Et évidemment, le parascolaire, les programmes de sport et d'art-études, tout ça, c'était annoncé dès juin. Et ça a permis au réseau scolaire de jeter les bases, de se préparer, d'avoir une certaine prévisibilité. Et au mois d'août, le 11, comme on l'avait dit, on a fait une mise à jour en disant que, compte tenu de la situation épidémiologique, on allait devoir porter le masque à certains endroits. Puis on avait annoncé avec la santé publique qu'il était possible que dans certaines régions, on doive même porter le masque en classe. Tout ça parce que le variant Delta continue d'inquiéter et nous force à avoir une approche prudente. On veut commencer l'année de manière prudente. C'est très, très important parce que la rentrée, ça signifie évidemment une augmentation des contacts. Plusieurs élèves qui sont dans leur maison vont prendre l'autobus, voir leurs amis et entrer en contact beaucoup plus que ce qu'ils faisaient pendant l'été. Au cœur de nos décisions, un des principes fondamentaux qui nous guide pour prendre les décisions qu'on vous présente aujourd'hui, c'est qu'on veut garder les élèves à l'école. On veut éviter le plus possible de basculer en enseignement à distance. On veut des écoles qui soient sécuritaires. On veut que nos enfants apprennent. On veut qu'il y ait des occasions de jouer, de voir leurs amis. Ça, c'est fondamental pour tout le monde autour de la table, au gouvernement, et je sais que c'est fondamental aussi pour les familles et le personnel scolaire. Mais comme on l'a annoncé le 11 août, pour permettre tout ça, bien, à partir de la première année du primaire, les jeunes devront porter le masque dans les aires communes et dans le transport scolaire. Mais en fonction de l'évolution de la situation, avec la santé publique, en suivant leurs recommandations, on doit prendre la décision de rendre le port du masque obligatoire, même en classe, à partir de la première année, dans plusieurs régions du Québec. On parle de 9 régions. Centre du Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais. C'est une mesure qui se veut préventive et prudente. On va voir comment la rentrée va se dérouler. On va voir comment les cas vont arriver ou n'arriveront pas. On le souhaite bien, évidemment. Et il y aura ensuite, évidemment, des études épidémiologiques de la santé publique qui pourront nous guider. Est-ce que d'autres régions devront porter le masque en classe? Ou est-ce qu'il y a certaines régions où il y aura le masque en classe en début d'année, où on pourra donner des allègements et le retirer? C'est possible, c'est des choses qui vont être étudiées. Donc, dans les autres régions que je n'ai pas nommées, ils vont devoir porter le masque dans les aires communes, dans le transport scolaire, mais pas en classe. Je vais le nommer pour être bien clair. Donc, dans les régions qui ne devront pas porter le masque en classe pour les premiers jours de la rentrée, il y a l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Gaspésie-de-la-Madeleine, Nord du Québec, Lac-Saint-Jean et Capitale-Nationale. Le port du masque peut être porté aussi, évidemment, très souvent par le personnel scolaire pour le protéger à la fois le personnel et les élèves. Mais dans ce cas-ci, on suit tout simplement les recommandations de la CNESST
comme on le faisait l'année passée. Ce qui veut dire, en réalité, c'est que quand le personnel peut garder une distance de 2 mètres ou avoir une barrière physique comme un plexiglas, ils peuvent enlever le masque. Mais si on ne peut plus garder cette distance-là ou si on n'a plus la barrière physique, on doit remettre le masque. Ce sont les recommandations de la CNESST et c'est semblable à ce qu'on avait l'an passé. Pour nos jeunes, la formation professionnelle, formation générale aux adultes, eh bien, on se colle tout simplement aux mesures qu'on a en enseignement supérieur, donc au cégep. Donc, peu importe la région, formation professionnelle, formation générale aux adultes, il faudra porter le masque en tout temps, même à l'intérieur, même en classe. Ce n'est pas une situation idéale, ce n'est pas ce qu'on souhaitait au début de l'été, c'est sûr, mais il faut prendre acte de la situation, il faut prendre acte de ce qui s'est passé ailleurs dans le monde et de la montée du variant Delta. Je sais que cette annonce-là, le port du masque en classe, ça peut rassurer certains parents. Ils vont le voir comme une mesure de protection pour leurs enfants et leurs familles. Ça va inquiéter aussi certains parents parce que c'est pas normal hein, de forcer notre enfant à porter un masque en classe. J'en suis très conscient, moi-même comme enseignant et comme père. C'est pas normal de demander à notre enfant de porter un masque plusieurs heures par jour. Mais comme adulte, on a une responsabilité. On doit être bienveillant envers tous les membres de notre famille. Moi, j'ai la responsabilité, bien sûr, d'être bienveillant envers tous les élèves, tous les membres du personnel. On se doit tous d'être rassurants. Et j'appelle tout le monde à être évidemment réaliste, à écouter la science, à être rassurant. Il faut éviter de transférer à nos jeunes nos craintes et nos angoisses d'adultes légitimes. Mais eux, ce qu'ils veulent, nos enfants, c'est apprendre. Nos jeunes ont soif d'apprendre. Ils ont besoin d'aller à l'école. Toutes les mesures qu'on met en place qui leur permettent d'aller à l'école doivent être vues comme des mesures positives. Nos jeunes ont besoin de bouger. On va leur permettre de faire leur cours d'éducation physique. Nos jeunes ont besoin de socialiser, puis de voir leurs amis. Et ça nous tient à cœur de leur permettre de se développer et de faire toutes ces choses-là. Parlant de bienveillance, de mesures qu'on prend pour protéger nos jeunes puis leur permettre de vivre une vie le plus normale possible, la mieux possible. On a eu des conversations avec la santé publique et dans des cas de chaleur accablante, et Dieu sait qu'on en a eu dernièrement au Québec, le gros bon sens, comme disait M. Arruda tout à l'heure, Dr Arruda, doit s'appliquer. Donc, quand il y a une chaleur accablante, on peut permettre, même dans des situations où on devrait porter le masque, dans des régions plus chaudes, d'enlever le masque parce qu'il fait tout simplement trop chaud, c'est pas tenable. Mais c'est une situation exceptionnelle qu'on applique quand la situation météorologique est exceptionnelle aussi. Je veux insister sur un point important. On va agir sans relâche sur le front de la gestion des cas de COVID. C'est très, très important de continuer le travail méticuleux qui a été commencé l'an passé. Comme l'an passé, donc tous les cas qui seront déclarés dans les écoles vont faire l'objet de ce qu'on appelle une enquête épidémiologique par les directions de la santé publique régionale. La santé publique nous indique qu'ils vont moduler leur manière de faire ces enquêtes-là en fonction de nouveaux critères. Évidemment, la région concernée, le nombre de cas dans la région, le fait que les élèves portent ou pas le masque va influencer le travail de la santé publique sur la gestion des cas et la vaccination aussi des adolescents, qui est évidemment un élément positif, et ça sera pris en compte lors d'éclosion ou lorsqu'il y aura des cas positifs. Donc moi, je suis confiant qu'avec ces mesures-là, on va pouvoir éviter dans plusieurs cas, pas tous les cas, mais dans plusieurs cas, des fermetures de classes, des fermetures d'écoles et des retraits d'élèves dans les écoles. On pourra donc atteindre notre objectif de garder le plus possible nos écoles ouvertes et nos élèves à l'école, nos enfants à l'école. Je laisserai tout à l'heure, évidemment, Dr Arruda préciser les modalités de ces protocoles d'intervention quand il y a des cas positifs. Quand, malheureusement, surviendront des cas, et que des jeunes devront être retirés, je veux juste rassurer les gens, évidemment, on va donner aux jeunes des services éducatifs, on va leur donner du soutien, de l'appui, comme on le faisait l'an passé. On avait déjà développé l'an passé avec les gens du réseau scolaire, des mécanismes, des seuils minimaux, des barèmes nationaux pour être sûr d'avoir une équité puis qu'il n'y ait jamais de jeunes qui sont sans service, sans soutien pédagogique. Un élément que je veux vous partager aujourd'hui, qui est une nouveauté, je veux vous dire qu'on travaille main dans la main avec la santé
pour implanter l'utilisation de tests rapides qui seront déployés dans certaines écoles dès le mois de septembre, graduellement. C'est un outil de plus dans notre coffre à outils pour garder nos écoles ouvertes et nos élèves à l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi très bien l'an passé, même dans un contexte de grave pandémie. Il faut quand même se dire qu'on était au Québec, un des endroits dans le monde où les élèves ont le plus fréquenté l'école. On peut être fiers de ça comme nation, d'avoir réussi à garder nos élèves à l'école plus que les autres. Mais je vous ai le dire, on doit être reconnaissant envers le personnel scolaire parce que ça, c'est une réussite qu'on doit vraiment au personnel de soutien, aux gens du service de garde, aux professionnels, aux enseignants, aux directions d'école, à tout le monde. C'est eux qui ont porté le réseau à bout de bras l'an passé et je sais qu'ils vont être encore au rendez-vous cette année. Un mot sur la vaccination. Les dernières données nous indiquent que ça va très bien. Il y a plus de 85,2 % de nos jeunes de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose. Et quand on regarde pour la deuxième dose, ceux qui ont une deuxième dose ou alors un rendez-vous pris pour avoir incessamment la deuxième dose, on est à 76,7 %, presque 77 % des jeunes qui ont soit une deuxième dose, soit un rendez-vous pour recevoir la deuxième dose. Donc la campagne va bien, mais on en veut encore plus. On veut qu'il y ait encore plus de jeunes qui soient vaccinés. On sait que c'est le meilleur facteur de protection. C'est un élément extrêmement important pour protéger les jeunes, le personnel et leurs familles. Donc, on va travailler dès les premières semaines de la rentrée avec la santé pour reproduire ce qu'on a fait au début du mois de juin, c'est-à-dire des campagnes de vaccination en milieu scolaire ou avec l'aide du milieu scolaire, si on peut utiliser le transport scolaire pour se rendre dans des centres de vaccination, informer les parents, puis donc améliorer notre couverture vaccinale. On travaille là-dessus, c'est sûr. Je veux mentionner que les mesures sanitaires qu'on met sont préventives. On les souhaite temporaires, mais évidemment, on va devoir s'adapter. Est-ce qu'elles dureront ou ne dureront pas? C'est l'épidémiologie, évidemment, la santé publique qui nous le diront. Mais elles sont préventives pour favoriser les apprentissages des élèves, le bien-être du personnel et la sécurité de tout le monde. Avec toutes ces mesures-là, avec la planification qui a été commencée depuis le mois de juin dans le réseau scolaire, puis je veux remercier les partenaires pour leur excellente collaboration, on va être prêt pour une rentrée qui est prudente. On est prêt pour mettre tout en œuvre pour permettre à nos jeunes d'apprendre en classe, en personne, avec leurs amis, pour leur permettre de socialiser dans un contexte qui sera sécuritaire. Je veux remercier la santé publique, remercier ma collègue et tous les partenaires du réseau qui partagent ce même objectif, garder nos écoles ouvertes. Merci. Merci. On passe maintenant la parole à Mme Isabelle Charret. Oui, merci. Merci Jean-François, chers collègues. Merci, Dr Arruda, d'être ici. Je pense que ça a été bien nommé, bien mentionné par Jean-François, la notion de prudence et à quel point on l'a été et à quel point on continue de l'être. Mais malgré ça, je suis très heureuse de pouvoir vous dire que les jeunes vont, comme on l'avait mentionné, pouvoir reprendre leurs activités parascolaires dès la rentrée. Et parce que cette année, on n'a pas le concept de bulle classe, dans les écoles, on va pouvoir reprendre l'ensemble des activités. Donc, les jeunes vont pouvoir répondre à leurs intérêts, à leurs aptitudes avec ces activités qui, on le sait, leur tient tant à cœur. Des mesures, évidemment, seront établies pour bien protéger les jeunes parce qu'on veut le faire de façon sécuritaire. De sorte que pour les élèves du primaire, les activités parascolaires et les activités sportives vont se dérouler de façon normale. Par contre, au secondaire, le passeport vaccinal sera requis dans l'ensemble des régions du Québec pour pratiquer les activités sportives, les sports à l'intérieur et pour les sports d'équipe ou activités physiques à l'extérieur, les activités évidemment qui impliquent des contacts fréquents ou prolongés. Donc on pense à des activités à l'extérieur comme les sports d'équipe, le hockey, le soccer, le football. Toutefois, les élèves n'auront pas besoin d'un passeport vaccinal pour pratiquer les sports ou les activités physiques qui font partie de l'offre des programmes d'éducation physique et des différentes concentrations, sport-études, projets pédagogiques particuliers, qui sont dispensés dans le cadre des services éducatifs.
Cependant, dans les cas, par exemple, des programmes particuliers de sport-études, le passeport vaccinal sera requis pour participer à certaines activités interscolaires comme des matchs ou des compétitions. Toutefois, et Jean-François en a glissé un mot, puis le Dr Arruda pourra préciser, mais dans les cas où il y aura des régions où il y aurait des éclosions, bon, il y aura des modalités, là, il y aura peut-être lieu de retirer les élèves de certaines activités parascolaires. Alors, le Dr Arruda pourra plus le préciser tantôt. On a fait le choix d'être prudent et évidemment, c'est pour ça qu'on applique le passeport vaccinal dans les activités physiques, les activités sportives à l'école. Mais parce qu'elles sont si importantes pour les jeunes, je pense que c'est vraiment une mesure qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir reprendre ces activités-là. Alors, évidemment, on va continuer d'être prudent, d'agir de manière sécuritaire, mais je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle aujourd'hui de dire qu'on peut reprendre ces activités-là. Et encore une fois, le message, je pense qu'il faut retenir, c'est que pour les jeunes de 12 ans et plus, la meilleure façon de se protéger et de reprendre ces activités de façon le plus normale possible, c'est évidemment via la vaccination, parce que c'est ça qui va nous permettre de pratiquer nos activités plus librement et de le faire à l'école et de le faire aussi dans tous les contextes. Alors, je sais à quel point les jeunes ont été résilients. Je sais à quel point ils ont su s'adapter. On a encore un coup à donner et je suis certaine que les élèves seront là et seront au rendez-vous. Alors, je souhaite une bonne rentrée à tous et merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions pour les journalistes en présence. Donc, je vais commencer avec Philippe Bonneville qui court vers le micro. Bonjour, Philippe Bonneville, 98.5. Monsieur Roberge, vous l'avez dit à plusieurs reprises, là, la sécurité des élèves, leur santé, c'est la priorité. Vous dites la meilleure façon de protéger les élèves et le personnel scolaire, c'est la vaccination. C'est la priorité. On veut vraiment éviter la propagation du virus, éviter les fermetures de classe et tout ça. À ce moment-là, pourquoi, jusqu'à présent, vous refusez, vous et votre gouvernement, de rendre la vaccination des enseignants obligatoire si ça peut protéger les gens, protéger les élèves? Et autre question en même temps, à ce moment-ci, combien en pourcentage d'enseignants au Québec sont vaccinés ou adéquatement vaccinés? Merci pour cette question parce que c'est une question que se posent beaucoup de personnes à ce moment-ci. Je dois dire que le gouvernement, suivant les recommandations de la santé publique, a été assez clair à l'égard de la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Mais sur le comment, puis les modalités, les impacts de tout ça, il y aura une commission parlementaire. Je sais que lors de la commission parlementaire, il y a des gens qui vont parler de la vaccination obligatoire au sens large et qui vont traiter aussi de l'éventualité de le faire pour le réseau de l'éducation. Donc, on va attendre de voir ce que diront les groupes. Et pour ce qui est de savoir le taux de vaccination dans le personnel scolaire, je voudrais qu'il y ait une collecte d'informations au moment où on se parle qui se fait. Donc, vous n'avez aucune idée pour l'instant, parce que ça fait quand même 8 mois que les gens se font vacciner. Vous n'avez aucune idée du pourcentage de gens vaccinés parmi le personnel scolaire. Et votre opinion en tant que ministre, est-ce que vous pensez que la vaccination obligatoire, oui, il va y avoir une commission et tout ça, on va se pencher là-dessus, tout ça, mais vous, en tant que ministre, en tant que responsable justement de la santé et sécurité des élèves, est-ce que vous jugez que c'est une mesure qui devrait être imposée pour assurer, comme vous le dites, la sécurité et la santé des élèves? On souhaite tous que la couverture vaccinale soit maximale à la grandeur du Québec. En ce moment, moi, je suis confiant qu'il y a énormément de gens dans le réseau scolaire qui ont profité, qui ont vraiment profité de l'abondance de vaccins puis de la qualité de l'organisation du réseau de la santé pour faire ces vaccins-là, la prise de rendez-vous, les cliniques, les rappels, le code QR, tout a été, je dirais, remarquablement bien fait par mon collègue et par l'équipe de la santé publique. Pour ce qui est de la vaccination obligatoire, moi, je pense qu'il faut faire un débat qui se fait, une commission parlementaire. On va écouter ce que les gens ont à dire. Merci. On va passer au micro 2, si vous voulez bien vous identifier. Pascal Gachette du journal Métro. Dans le plan de rentrée initiale, donc, il n'y avait pas de distanciation pour les élèves qui étaient mentionnés. Par contre, la semaine dernière, l'INSPQ a préconisé qu'il y ait une distanciation, des places assignées en classe, etc. Et avait même envisagé le port du masque, ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'en une semaine, il faut une semaine pour que la décision du ministre de l'Éducation se fasse au niveau du port du masque?
Il faut comprendre que le plan à la mi-août était déjà impliqué, puis la mesure de masque était quelque chose qui était prévu comme une mesure de repli. À travers l'analyse des documents de gestion de cas et de contacts de l'Institut national de santé publique, la mesure la plus simple à mettre en place, qui permet aussi d'éviter des fermetures de classes de façon significative, c'est le port du masque. Mais nous avions besoin d'être le plus proche possible de la rentrée pour voir quelles seraient les régions pour lesquelles on allait exiger cela. Vous comprendrez qu'au cours des 3 dernières semaines, mais vraiment les 3 dernières semaines, on a eu une augmentation de cas beaucoup plus importante qu'à la même période l'année passée. Heureusement, grâce à la vaccination, qui est un succès au Québec, je tiens à vous dire, là, nos objectifs ont été dépassés. On est parmi les gens qui ont une médaille d'or, moi, à mon avis, de ce côté-là. Malgré tout ça, grâce à ça, on n'a pas autant d'hospitalisations puis de gens qui décèdent. On a plus de cas qu'antérieurement. Ce qu'on prévoit, par contre, avec la rentrée, c'est une augmentation de contacts. Les jeunes ne sont pas vaccinés, donc il va y avoir une transmission augmentée. Et la meilleure façon, la plus simple, pour permettre une rentrée la plus proche de la normale et permettre une gestion adéquate, c'est le port du masque. C'est la décision qui a été prise par les autorités de santé publique suite aux recommandations qui ont été faites. On voulait maintenir, comme le dit le ministre de l'Éducation, une rentrée le plus normale possible parce que les bulles classes, ça a ses effets, oui, mais ça a aussi des effets pervers par rapport à l'éducation des enfants et leur développement et leur socialisation. Vous savez, en santé, il y a la maladie infectieuse, mais il y a aussi toutes les autres conséquences du développement de l'enfant. Actuellement, c'est une mesure temporaire, ça peut en décevoir certains, mais ça va tellement nous aider à éviter des fermetures de classes de façon significative, parce que quand vous portez le masque, même si vous avez été en contact étroit, sans distance, vous êtes considéré comme un contact faible. Donc, à ce moment-là, les protocoles d'intervention sont moins agressifs. Merci. Là, ce serait plutôt une question, on va dire, logistique, vu qu'on parle de rentrée masquée. Ça implique des masques pour chaque élève dans les 9 régions. Donc, on les change aussi chaque jour. Est-ce que le ministère de l'Éducation envisage des stocks de masques pour des masques gratuits ou des plans pour fournir des masques à toutes les familles, à tous les élèves? Oui, c'est quelque chose qu'on avait anticipé pour vraiment parer à toutes les éventualités. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au mois de juin, on avait donné les grandes lignes qui avaient vraiment, quand même, préparé le réseau scolaire pour la rentrée. Et dans les grandes lignes qu'on leur avait données en juin, c'était de se préparer au cas où et d'avoir dans tous les centres de services scolaires, pour toutes les écoles du Québec, une réserve de masques d'1 mois pour être prêt si jamais un variant allait nous surprendre. C'est arrivé et on est bien content d'avoir prévu le coup. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a suffisamment de masques, des masques de qualité qu'on appelle des masques de procédure ou des masques d'intervention qui offrent une protection supérieure. On en a en nombre suffisant pour fournir tout le réseau scolaire. On peut passer au micro 1, s'il vous plaît. Élise Allard de Radio-Canada. J'ai une question pour le ministre Roberge. En fait, vous avez parlé de l'implantation de tests rapides quand on soupçonne un cas dans une classe, dans certaines écoles dès septembre. Donc, j'aimerais que vous me spécifiez, vous m'expliquiez exactement ce que veut dire certaines écoles. C'est pas l'ensemble des écoles du Québec, d'après ce que je comprends. Et qu'adviendra-t-il en cas d'éclosion dans une classe ou dans une école? Vraiment des décisions, je dirais, médicales. C'est quelque chose qu'on est content d'ajouter dans notre coffre à outils. Mais pour le protocole d'utilisation, je vais laisser le docteur Arruda répondre. Dans un premier temps, je tiens à vous dire qu'on a encore les tests qu'on avait antérieurement, qui sont des tests de très haute qualité de PCR. On est en train d'évaluer l'augmentation de capacité de gargarisme, c'est-à-dire plutôt que de faire un prélèvement dans le nez, d'aller chercher les gargarismes et d'utiliser encore les tests qu'on avait antérieurement. Puis en fonction, je vous dirais, de l'incidence de la maladie dans certains territoires, particulièrement dans des écoles où il y a une faible couverture vaccinale, où là, il y a de plus grands risques d'éclosion, l'utilisation de tests rapides va pouvoir être utilisée et ajoutée dans l'arsenal. Mais pour les régions, par exemple, qui ne seraient pas couvertes nécessairement demain matin par des tests rapides, ils auront accès à un résultat aussi rapide à travers d'autres types de tests qui sont tout aussi, sinon même plus performants. Mais dans certains contextes, je vous dirais, là, particulièrement urbains, là, où on sent que les couvertures vaccinales sont plus basses.
Il y avait Dr. Quash qui en avait utilisé dans des écoles, dans certains projets pilotes, là, puis ça va faire partie de l'arsenal, puis ça va s'implanter progressivement pour aussi s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, les tests PCR dont vous parlez seront utilisés à l'école même ou dans les cliniques de dépistage, là, comme c'était fait l'année dernière? Il y a des tests qui vont se faire dans les cliniques de dépistage, mais il pourrait y avoir des tests antigéniques qui seraient faits à l'école même, soit par les équipes de santé publique, en collaboration avec le milieu scolaire qu'on va travailler avec eux. Mais ce n'est pas la grande majorité des écoles. C'est un certain nombre d'écoles où la couverture vaccinale est la plus faible. C'est ce que je comprends. On commence par des étapes comme ça, puis on veut valider aussi la faisabilité, l'effet, parce que ces tests-là nécessitent des ressources humaines supplémentaires. Là, et je tiens à vous dire que dans les faits, on va aussi se fier sur l'organisation des services, des laboratoires, qui peut varier d'un territoire à l'autre en fonction de leur personnel et de leur capacité de laboratoire. On va passer au micro 2. Madame Louise Leduc. Oui, bonjour à vous trois. Je veux juste rebondir sur sa question, là, juste pour les parents qui écoutent, ils doivent se demander, les tests, ça se fait par la salive ou par le nez? Puis est-ce qu'il y en a des élèves qui vont être obligés d'avoir des tests dans le nez, puis les parents ne le sauront pas? Juste pour rebondir sur sa question. Probablement, il faut comprendre qu'on ne fait jamais de tests chez les enfants sans obtenir des consentements des parents. Et ce qu'on va viser le plus possible, c'est d'avoir ce qu'on appelle du gargarisme, qui est moins invasif, surtout s'il faut répéter, je dirais, les tests au jour 3 puis au jour 7. Là, parce que ce qui est extraordinaire maintenant, par rapport aux années antérieures, ou je veux dire ce qu'on faisait antérieurement, c'est que les élèves vont pouvoir, parce qu'ils portent un masque actuellement, retourner à l'école, pas être retirés tous les contacts de la même classe et en télé-enseignement, mais rester en classe et avec un test, on va pouvoir savoir identifier rapidement s'il y a eu des cas secondaires. OK. Puis Montréal, quand vous parlez de la région de Montréal, là, je veux dire, les taux ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, à Beaconsfield. Je ne sais pas si vous incluez ça dans votre région de Montréal. Puis, mettons, dans Parc Extension. Exactement. OK. Donc, à Montréal, c'est jusqu'où que ça va, votre port du masque obligatoire? Le port du masque obligatoire dans la région métropolitaine, c'est par région. Hein. On ne subdivise pas les régions en sous-secteurs. Donc, les régions qui ont un haut taux de transmission actuellement, qui pourrait augmenter de façon significative, vont porter le masque actuellement. Donc, Montréal, Laval au complet, Laurentides, la Naudière, la Montérégie, l'Outaouais. Ce sont des régions qui sont visées là, par le port du masque. Donc, Montréal, les arrondissements. On s'entend là-dessus? Bien, l'île de Montréal au complet, l'île de Laval, la Montérégie, la Naudière, Laurentides. Attendez, peut-être que j'oublie, je n'ai pas la liste devant moi, là, mais c'est ce que je veux. Il y a aussi Mauricie, centre du Québec. Là. Il y a d'autres régions plus à l'est. Ça. Puis par ailleurs, les campagnes de vaccination dans les écoles, est-ce que ça se poursuit? Tout à fait. Grâce à la collaboration du milieu scolaire de différents niveaux, il y a des planifications qui sont faites actuellement. Toutes les 6 ont une planification pour poursuivre l'offre de vaccination scolaire, soit en milieu scolaire, soit par des systèmes de transport qui pourraient aller faire la vaccination vers les centres de vaccination. On va maintenant passer aux questions en ligne. Alors, Claudie Côté. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'abord, j'aimerais peut-être une question pour M. Arruda et Mme Charest, vous pouvez compléter. Là. M. Arruda, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la vaccination pour les jeunes de 11 ans qui vont avoir 12 ans dans les prochains mois. Pour le moment, ils n'ont pas accès à la vaccination. Donc, est-ce que vous avez rendu votre avis là-dessus? Et pour les activités parascolaires, là, est-ce que les jeunes qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils n'y ont pas accès vont pouvoir quand même faire les activités parascolaires jugées à haut risque? Comment ça va se passer pour eux? Pour la question des jeunes qui ont 11 ans, vous comprendrez que la question a été posée à notre comité d'immunisation du Québec. Pour le moment, on ne veut pas utiliser le vaccin d'une façon non homologuée. Donc, on sait qu'à courte échéance, là, plus ou moins courte échéance, c'est pas demain matin, là, que le vaccin va être homologué pour les 5 à 11 ans. Donc, on va attendre cet élément-là comme tel. Et pour ce qui est des jeunes qui ne peuvent pas être vaccinés, là, ils vont pouvoir pratiquer leurs activités parascolaires. Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas été vaccinés. Et donc, ça, c'est ce qui a été décidé.
Peut-être juste pour préciser, c'est ceux qui n'ont pas accès au vaccin, là, pas ceux qui ont décidé, mais les élèves du primaire, les activités parascolaires se font de façon normale, que ce soit des sports à l'intérieur ou avec contact. Donc, pour les élèves du primaire, c'est les activités normales. Pour les élèves du secondaire, le passeport vaccinal est exigé pour les activités intérieures et pour certaines activités extérieures qui ont des contacts fréquents. Merci. Maintenant, en question, j'aimerais avoir plus de clarté là, sur qu'est-ce qui va se passer s'il y a une éclosion dans une classe ou encore s'il y a un cas positif de COVID-19. Les syndicats, les directions d'enseignement, les enseignants vous demandent un plan clair. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il y en a un? Est-ce qu'on utilise des tests rapides? Est-ce qu'on isole l'enfant? Est-ce que la classe est fermée? J'aimerais savoir c'est quoi la marche à suivre quand il y a une éclosion ou un cas de COVID-19 dans la classe. Je vais, Mme la ministre. OK. Écoutez, essentiellement, je tiens à vous dire que le protocole de gestion de cas et de contacts là, qui va être publié sous peu a visé une chose, c'est de maintenir au maximum les élèves à l'école. Dans le port du masque, ce qu'il y a de bien par rapport à la gestion des cas et des contacts, c'est que si les gens portent le masque, qu'ils le portent en tout temps, je vous dirais, l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, on considère les expositions, même si elles ont été plus que 15 minutes, etc., mais avec port du masque comme étant des expositions faites. Donc, la seule personne qui va être retirée du milieu, c'est le cas, parce que lui, il est malade, il doit retourner à la maison et il doit surveiller à la fois ses symptômes, mais aussi être isolé pendant la période de contagiosité. Les autres vont pouvoir retourner en classe en portant le masque, tout simplement parce qu'ils le portent déjà. Et à ce moment-là, on va leur faire des tests au jour 3 à 5, au jour 7. Et si jamais ils n'ont pas de maladie, ils ne seront pas exclus. Donc, ça veut dire que alors qu'avant, on retirait tous les contacts dans la classe, ça ne sera pas le cas. Dans les zones où il n'y a pas de masque actuellement, ce qui est fait, c'est qu'on va, si on a modulé la chose pour permettre aux élèves aussi de rentrer en classe, mais avec un masque comme tel. Ils n'iront pas dans leurs activités parascolaires, mais ils vont pouvoir continuer leur enseignement avec le masque, les contacts du cas, et on va pouvoir aussi faire des tests au jour 3, 5 et au jour 7. Donc, ce qui va faire que la gestion des cas et des contacts va être de beaucoup simplifiée de par le port du masque. Donc, ça va nous permettre de maintenir en milieu scolaire les élèves beaucoup plus importants. Ça ne veut pas dire que s'il y a une éclosion avec une très grande transmission dans une classe, par exemple, on se rend compte qu'après les tests, il y a 4, 5, 6 personnes qui ont été malades, que la classe ne sera pas arrêtée, mais ça ne sera pas du tout le même profil de situation qu'on a vécu, je dirais, dans les vagues antérieures. Si vous permettez, je veux juste mentionner quelque chose. Moi, je veux vraiment remercier l'équipe de la santé publique qui a cette préoccupation-là d'adapter le protocole à la situation qu'on a aujourd'hui, au fait qu'on ajoute des mesures de protection, qu'on a la campagne vaccinale qui est là, puis qui module les actions de manière à garder le plus possible la fréquentation scolaire. Donc, oui, ça va arriver malheureusement qu'il va y avoir des cas positifs. Ça va arriver que des élèves vont être retirés, peut-être même que des classes vont être temporairement fermées. Mais je sens vraiment une volonté de la santé publique, puis donc des santé publiques régionales ensuite, de tout faire pour limiter les exclusions de groupes et les fermetures de classes. C'est quelque chose qui va faire une différence du point de vue des apprentissages et de la santé mentale. Et puis, je pense que c'est extrêmement important. Merci. On va passer maintenant à la prochaine question. Daphné Dion vient. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, j'aimerais poursuivre sur ce qui va se passer en cas d'élèves isolés pour des cas positifs ou s'il y avait des fermetures de classe. Au niveau de l'enseignement, est-ce qu'on peut s'attendre ou pas à de l'enseignement virtuel quand il y aura quelques enfants isolés ou une classe fermée? L'an passé, on avait déjà déployé tous les mécanismes pour être capable de basculer assez rapidement en enseignement à distance quand on fermait une classe pour un nombre de jours déterminés. Puis, on avait déployé aussi, au cours de l'année scolaire, des directives, des balises nationales pour être certain que si c'est 1 ou 2 ou 3 élèves d'une classe qui sont retirés alors que le reste de la classe reste présent, qu'il y ait des services pour ces élèves-là.
Donc, les balises de l'an passé s'appliquent encore cette année. Le réseau scolaire a déjà reçu ces directives-là. Donc, il faudra qu'il y ait un contact au minimum après 24 heures, après 48 heures, si jamais un élève est exclu. C'est sûr qu'il y aura de manière quotidienne un suivi, un contact, un appel, des documents, des travaux pour éviter qu'ils prennent du retard. Donc, si j'ai bien compris, là, juste pour être certaine, s'il y a un ou quelques élèves isolés dans la classe, il n'y a pas d'enseignement virtuel, mais il doit avoir un contact quotidien avec l'enseignant ou l'enseignante. C'est bien ça? Exactement. Il est possible que certains enseignants qui ont l'habileté technologique, qui ont l'équipement, qui ont le désir de le faire, s'installent et enseignent à distance, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, qu'on peut imposer. On n'a pas tous l'habileté pour le faire et l'équipement technologique. Ce qui est certain, c'est que tous les élèves vont recevoir un contact quotidien, un suivi, des travaux, et qu'on va les ramener plus vite qu'avant en classe aussi. Donc, vraiment, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'élèves en présence, et donc que cette question-là se posera beaucoup moins que l'an passé. On va maintenant passer aux questions des journalistes en anglais présents. Donc, si vous voulez bien vous diriger au micro 1, s'il vous plaît. Hi, Valeria Corey Minocchio, CBC. My first Question. question is for Minister Roberge. C'est pour le just ministre regarding the mandatory Roberge masks, sur les in masques classrooms obligatoires and en salle de classe dans les différentes régions. Could you just explain, Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, en anglais, you're making this, pourquoi vous avez apporté ce changement à quelques jours avant le début des classes? Réponse. Bien sûr, nous suivons les recommandations de la santé publique. Notre objectif, c'est de protéger les jeunes et, dans la mesure du possible, éviter les cours à distance. Donc, quand on suit l'évolution de la situation sanitaire et en suivant les recommandations des experts, nous avons voulu imposer le masque à partir de la première année, mais pour 9 régions seulement, en lien avec la présence du Delta dans ces régions. Question. Comment les tests rapides vont-ils fonctionner? Comment cela va se passer? Réponse. Nous allons également garder les autres tests qui sont très bons également. Le test PCR, nous allons également tenter de souligner d'avoir plus de gargarisation. Donc, sans l'application du nez, et pour des écoles précises où la transmission est plus élevée dans certaines régions et où il y a une couverture vaccinale moins grande et donc un risque plus élevé d'éclosion scolaire, on va justement s'ajuster pour aider les gens à reprendre rapidement le chemin de l'école ou s'assurer que s'ils sont malades, qu'ils puissent quitter la classe rapidement. Et ce sera relié aux chiffres d'épidémiologie, car ce sont des méthodes qui sont adaptées à certaines circonstances et pas d'autres. Question? Donc, vous commencez dans certaines écoles. Est-ce que vous allez avoir une échéance pour que ça couvre toute la province? Réponse. Écoutez, nous allons étape par étape. Peut-être ce sera appliqué partout, mais tout dépendra de l'évaluation de la réalité, car ces tests font appel à beaucoup de ressources humaines. Et nous voulons nous assurer également qu'il y a une plus-value pour l'application des tests. Et nous comparons cela à d'autres approches que nous avons dans notre éventail. Question. On dirait qu'il y a un changement important dans le traçage des contacts cette année scolaire comparé à il y a quelques mois l'année dernière. Pourquoi? Réponse. Écoutez, c'est lié au fait que nous voulons gérer le risque. Je pense que le variant Delta et la montée qu'on a vue il y a 3 semaines nous fait décider pour le masque. On avait prévu cette possibilité en juin, voire en août. Mais nous comprenons, premièrement,
l'impact dans les écoles secondaires. Il y a une couverture vaccinale importante. C'est un réel succès. Mais chez les plus jeunes qui ne sont pas vaccinés, le risque pour eux de tomber malades et d'avoir des problèmes de santé est faible, mais ils peuvent transmettre à d'autres. Donc, nous gérons une situation multifactorielle. Nous voulons maintenir les jeunes à l'école. L'impact de ne pas avoir une vie scolaire normale pourrait s'échelonner sur des années, surtout quand vous êtes jeune. C'est pourquoi nous voulons trouver un équilibre entre les deux. Et je pense que nous sommes en mesure de gérer la situation. Et tout probablement, je ne peux dire exactement quand, mais tout probablement pendant cette année scolaire, il y aura une vaccination pour les plus jeunes également, dès que Santé Canada va homologuer le vaccin pour les jeunes, donc de 5 à 11 ans. Question. Il y a des gens dans la communauté pédagogique qui ont l'impression que ces détails sortent à la toute dernière minute. Peut-être le ministre pourrait y contribuer. Quelles sont vos pensées là-dessus? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dernière minute puisque les enfants retournent à l'école la semaine prochaine? Réponse. Écoutez, on a beaucoup donné d'orientation au mois de juin. On a parlé des bulles, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Les jeunes n'auront pas resté seulement dans leur salle de classe. On l'a dit en juin. Nous avons donné toutes les lignes directrices pour les transports scolaires. Tout cela a été exprimé en juin. On a parlé des activités parascolaires, mais quant au masque lui-même et les mesures et les directives sanitaires, il nous fallait attendre, comprenez-vous, pour avoir vraiment tous les renseignements les plus à jour pour être au diapason de l'évolution pandémique. Et donc, on attendait l'opinion experte. Il nous faut suivre les experts et nous sommes dans la gratitude qu'ils nous aident à protéger nos écoles et nos jeunes. Question. Good afternoon. Bonjour. Une petite question technique, M. Roberge. Pourquoi les masques ne sont pas exigés dans les écoles dans la ville de Québec? Je pense que cela relève du docteur. C'est relié? Réponse. Regardez les cas depuis quelques semaines. Ils sont plus élevés dans les régions que l'on a nommées, n'est-ce pas? La ville de Québec est stable. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation. Je ne vous dis pas qu'à Québec ou ailleurs, que les choses ne pourraient changer. Mais maintenant, il n'y a pas assez de virus qui circulent dans la région. Et si c'était la même chose à Québec ou à Montréal, on aurait décidé la même chose. C'est pourquoi il nous fallait attendre. Il y a 3 semaines, la situation était différente. Là, de semaine en semaine, on a 30 de plus de cas tout à coup. Ça va vite. Heureusement, grâce au taux de vaccination, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations si on compare aux 2e et 3e vagues. Et c'est tant mieux. Ça prouve que les vaccins sont la solution. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers d'avoir atteint nos cibles de vaccination. Mais le recours au masque, c'est parce qu'il y aura une période d'intenses contacts sociaux au moment de la rentrée. Alors, on craint une accélération de la propagation. C'est pourquoi le masque sera là pour ralentir la possible propagation au moment de la rentrée scolaire. Question. Monsieur Roberge, quel est le travail fait pour améliorer la ventilation dans les écoles? Comment cela progresse-t-il? Parlez-nous de la ventilation, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit au mois d'août, nous avons beaucoup travaillé, nous avons apporté des rénovations pendant l'été. Nous avons amélioré beaucoup de systèmes de ventilation. Beaucoup de fenêtres ont été changées ou rénovées pour s'assurer qu'elles puissent être faciles à ouvrir.
Nous allons donc sortir un rapport pour faire état de tout ce que nous avons accompli cet été. C'est prévu dans, d'ici 2 ou 3 semaines, car ce n'est pas fini, nous travaillons encore. Question. Mais êtes-vous déçu de devoir reprendre le masque au mois de juin? Vous êtes tellement optimiste. Vous pensez que le pire était derrière nous. Et êtes-vous déçu vous-même sur le plan personnel? Réponse. Bien sûr, j'aurais préféré de loin qu'on se débarrasse de la COVID, bien sûr. Mais ce qui me donne le sourire, c'est que nous sommes vraiment préparés. Nous sommes prêts. Nous avons de bons conseils et nous sommes en mesure de maintenir les écoles ouvertes. Ça, c'est le plus important. Moi, je serais très heureux si le Delta n'existait pas, de rajouter le docteur Arruda. Raquel Fletcher, and then je vais retourner en français parce que j'ai eu un problème avec mon ordinateur qui a manqué de batterie. Donc, on va faire Raquel Fletcher et ensuite de ça, on pourra revenir en français. Question. Good afternoon, Minister. Bonjour. À vous deux. La première question, c'est sur les éclosions dans les salles de classe. Vous changez le processus, vous avez expliqué comment cela va fonctionner. Pourriez-vous... Donc, vous avez fait la distinction entre les classes où on porte le masque et les autres. Comment cela va fonctionner? Pourriez-vous l'expliquer en anglais, s'il vous plaît? Réponse. Oui, ça me fait plaisir. Nous nous sommes adaptés dans nos protocoles pour apporter une gestion du risque qui va maintenir la plupart des jeunes à l'école et ne pas retirer tout le monde dès qu'il y a un cas. Donc, l'usage du masque entre les contacts en salle de classe presque tout le temps, cela va faire du risque, va l'abaisser le risque à un risque faible. Donc, s'il y a un cas et quelqu'un doit rentrer à la maison avec des cours à distance, les autres pourront rester en salle de classe et ils seront testés. Donc, au jour 3, 5 et 7. Et s'ils ne sont pas porteurs, ils pourront rester à l'école. Quand il n'y a pas de masque dans ces zones où il n'y a pas de masque, ce qui va se passer, c'est que le cas infecté rentre à la maison, les autres pourront rester à l'école en portant le masque, parce qu'ils ne s'en servaient pas avant, mais dès qu'il y a un cas, tout le monde commence à porter le masque, ils seront testés, et parce qu'ils ont été plus exposés, le risque est plus élevé que si vous portiez le masque avant. Ils ne pourront pas, dans les 14 ou dans les 10 jours suivants, participer aux activités parascolaires, ce qui n'est pas donc strictement académique, pour amoindrir le risque d'une éclosion. Donc, ce genre de gestion avec le retour du masque à l'école, les tests également, va maintenir les enfants à l'école. S'il y a une éclosion importante, peut-être 5-6 cas dans une salle de classe, ça pourrait changer la donne. Mais ce ne sera pas aussi systématique qu'auparavant, lors donc des vagues 2 et 3. Deuxième question. Monsieur Roberge, nous entendons des parents dont les enfants sont immunodéprimés ou ont d'autres comorbidités, les maladies chroniques par exemple. On leur a dit qu'ils auront accès à l'éducation en ligne, mais ils n'ont pas reçu de détails, ils n'ont pas reçu d'informations, comment cela va être organisé. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui, quand il est question de jeunes qui sont gravement malades, quand allez-vous exposer les principes de l'éducation à distance? Réponse. Écoutez, ils auront accès à l'éducation en ligne, tout comme l'année dernière. Donc, il n'y a rien qui change. S'ils ont une maladie reliée à la COVID ou autre chose, qui sera évaluée par un médecin, ils auront accès à l'éducation à distance, tout comme l'année dernière. C'est très simple. On va revenir en français avec Chouan Pham ici au micro 2, merci.
la question de Daphné. Juste savoir, aujourd'hui, il y a deux directions d'établissement qui ont sonné l'alerte sur le manque de personnel, pénurie de personnel. Une autre qui mise notamment sur le retour du personnel exempté pour pallier à la pénurie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se fait-il qu'en l'espace d'un an, la situation ne s'est pas améliorée ou s'est même peut-être détériorée selon les craintes de ces directions d'établissement-là? Merci. D'abord, on n'a pas les chiffres pour poser un regard là, national pour savoir si la situation s'est améliorée ou détériorée par rapport à l'an dernier. Là, il y a eu quelques informations préliminaires, mais on est en train de collecter cette information-là. On aura ça vraiment dans les prochains jours. Une chose est certaine, c'est que la pénurie de main-d'œuvre frappe l'éducation comme elle frappe le réseau de la santé, comme elle frappe beaucoup de secteurs en ce moment au Québec. Je vous dirais qu'en éducation, c'est extrêmement grave et ça l'est depuis plusieurs années. Puis on est obligé de remettre ça dans le contexte des précédents gouvernements qui ont longtemps négligé le réseau scolaire. Vous savez, on n'investissait pas suffisamment pour rénover nos écoles, pour construire des écoles. Il y a eu même des années passées sous le précédent gouvernement où ils ont mis à la porte des orthophonistes, des spécialistes. Ça envoyait un mauvais signal. Depuis quelques années, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, il faut bien le dire, il y a une hausse d'inscription dans les facultés de sciences et d'éducation. Il y a des bourses d'excellence pour les étudiants qui font le choix de l'éducation. Il y a des nouveaux programmes de maîtrise qualifiante qui ont été mis en place pour que des gens qui ont un bac disciplinaire, un bac en littérature, en français, en sciences, en géographie, en histoire, puissent devenir enseignants rapidement et compléter leur formation par des formations alternatives avec ce qu'on appelle des maîtrises qualifiantes. Et ça fonctionne. Mais ça va prendre un certain temps passer à travers cette crise-là. On en est bien conscient. On y travaille, puis on le fait avec tous les partenaires du réseau scolaire. On va passer aux questions. Charlotte Tremblay, s'il vous plaît. Oui, donc, je suis pour Radio Jeunesse Gatineau, Ottawa. Ma question est pour le ministre Roberge. On le sait bien, les jeunes de 12 ans et moins n'ont pas encore la chance d'être vaccinés pour la COVID-19, mais les jeunes de 12 ans et plus, eux, le peuvent. Les jeunes nous ont demandé pourquoi, dans ce cas-ci, ça ne serait pas seulement les élèves des écoles primaires qui pourraient être dans l'obligation de porter le masque en classe. Très rapidement, c'est une question de santé publique, mais je dois dire que cette différence qu'on peut avoir d'une région à l'autre en fonction de l'épidémiologie ou entre le primaire et le secondaire en fonction du taux de vaccination va être prise en compte par la santé publique au moment où il y a des cas, au moment où on va gérer les éclosions et le retrait des élèves en souhaitant qu'il y en ait le moins possible. Pour ce qui est du port du masque, c'est une mesure de précaution qui est mise en place suite à une recommandation de la santé publique. Je pense que M. Arruda, Dr. Arruda peut en ajouter un petit peu. Oui, peut-être. Premièrement, il faut comprendre que la vaccination, c'est très important parce que les jeunes de 12 à 17 ans qui sont vaccinés ne feront pas de complications sévères, ne seront pas hospitalisés, ne vont pas décéder, à part de rares cas. Là. Donc ça, c'est une chose très importante. Grâce à ça, actuellement, on a plus de cas, puis on a moins d'hospitalisation et de décès. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que même si les gens ont été vaccinés, ils ne font pas la maladie, ils peuvent quand même la transmettre. Je veux dire, c'est même un peu asymptomatique ou etc., ils peuvent la transmettre. C'est une caractéristique du variant Delta. Donc, il peut y avoir encore de la transmission, puis ces gens-là peuvent contaminer des gens qui n'étaient pas vaccinés. C'est pour ça, comme mesure de prévention, pour éviter une augmentation importante du nombre de cas à la rentrée, temporairement, en tout cas, on espère le plus temporairement possible, ça va être à suivre, là, je ne peux pas donner une garantie, le port du masque va diminuer ces transmissions dans le milieu scolaire. Et est-ce qu'on sait le pourcentage des jeunes là, complètement vaccinés dans les écoles secondaires? C'est élevé. Dans ma compréhension, là, je me rappelle bien, c'était au-dessus de 82, mais en tout cas, puis, je ne sais pas si vous savez la donnée. Je peux donner, oui, c'est ça. Quand on dit dans nos écoles secondaires, c'est beaucoup nos jeunes de 12 à 17 ans. Donc, chez les 12 à 17 ans, on a 85,2 des jeunes qui ont reçu au moins une dose, 76,7 qui ont reçu soit 2 doses ou alors qui ont leur première dose et le rendez-vous pour la seconde dose très, très bientôt. Donc, ça fonctionne bien. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour s'assurer que les deuxièmes doses soient prises par ceux qui ont un rendez-vous. Et il y a quand même 15 d'élèves presque qui n'ont ni une dose ni 2 doses.
je pense qu'on doit continuer les efforts pour leur expliquer les bienfaits du vaccin. Question, Olivier Bossé. Rapidement, la subdivision des régions, vous en avez glissé un mot, là, vous ne la faites pas aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourrait se faire dans les prochaines semaines? La subdivision des... Oui, par exemple, dire dans Port-Neuf, pas de masque, au centre-ville de Québec, des masques. En tout cas, c'est pas une orientation qui est à l'étude actuellement. Il y a des effets pervers à ce genre d'approche, puis les transmissions se transmettent d'un secteur à un autre assez rapidement. Fait que je vous dirais là, que c'est pas ce qui est prévu actuellement. Et est-ce qu'il faut comprendre là, que les critères qui sont retenus pour dire oui, le masque dans les classes à Montréal, pas à Québec, sont les mêmes un peu que c'était pour, par exemple, les zones de couleur, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre de studies? C'est basé sur l'incidence des cas, donc c'est sûr que puis là, on ne parle plus de palier, hein, on n'est plus dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, mais l'incidence qui faisait passer du vert au jaune est une incidence qui lance un signal comme quoi qu'on pourrait. Puis là, il faut que ça dure au moins quelques jours, puis aussi une augmentation, en tendance d'augmentation. Et je vous dirais aussi, on regarde aussi les éléments de couverture vaccinale, mais de plus en plus, là, pour les mesures populationnelles qu'on va mettre en place, soit en scolaire ou ailleurs, on va tenir en compte la capacité hospitalière. L'indicateur hospitalisation va être l'indicateur le plus important. Hospitalisation décès, mais hospitalisation parce qu'on peut avoir beaucoup de cas, mais pas beaucoup d'hospitalisation. Et ce qu'on veut surtout éviter en quatrième vague, c'est un système de santé qui serait plus capable de répondre à la demande, à la fois pour la COVID-19, mais aussi toutes les autres chirurgies et opérations qui sont nécessaires pour la santé de la population. Et vraiment, très rapidement, Louise, parce qu'on doit quitter, donc... Ma question d'ailleurs, mais donc, ce que je comprends de votre réponse, c'est que vous n'avez pas un taux de COVID par région qui a fait que vous avez décidé cette région-là, le port du masque est obligatoire dans une autre région. Si je comprends bien, vous n'avez pas un chiffre magique, parce que vous dites oui, que c'est une mesure temporaire. on a une incidence qui correspond à l'ancien palier jaune-vert qu'on avait antérieurement dans une région. Il faut que ça se maintienne plusieurs jours au-dessus, puis une tendance à la hausse. C'est qu'en faisant ça, là, à travers des graphiques qu'on a région par région, on est avec la moyenne mobile, c'est un peu mathématique, on est en mesure de dire, bien, lui est rendu au stade de transmission importante, donc on va mettre le masque. Donc, c'est jaune. Quand ça, comme pour donner une idée aux gens. Oui, disons que ça, on pourrait, pour ceux qui veulent se référer à l'ancien palier, c'est le jaune, mais je tiens à vous dire aussi quelque part qu'on ne reste pas avec des mesures de palier parce que on va revenir à des modes complètement différents de la façon dont on a fonctionné avant pour maintenir la société ouverte. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Le gouvernement du Québec fait le point sur la rentrée scolaire et donne les détails de la façon dont ça va se passer au cours des prochains jours. Alors, le masque sera obligatoire, même en classe, dans 9 régions administratives du Québec sur 17. Quelles sont ces régions? Les voici. On va vous les présenter en tableau, je pense. Le centre du Québec, notamment l'Estrie, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie. OK, vous les voyez, Laurentides, Lanaudière, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et l'Outaouais. Voici donc les 9 régions qui sont touchées par cette obligation de porter le masque en classe. Pourquoi d'autres régions sont exclues? À cause de la situation épidémiologique de ces régions-là, qui incite moins à avoir ce genre de mesures prudentes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas changer. Si un élève est à la COVID, qu'est-ce qui se passe? L'élève est exclu. Ses contacts, les gens qui ont été en contact avec lui, passent des tests entre 3 à 5 jours, puis après 7 jours. S'ils ont la COVID, ils sont exclus aussi. S'ils n'ont pas la COVID, ils restent en classe. Que ce soit donc dans les classes où on porte le masque ou on ne porte pas le masque, ce sera le modus operandi. Le gouvernement a introduit des tests rapides. Puis là, ça fait un bout de temps qu'il y a des gens qui plaident pour des tests rapides dans les écoles, par gargarisme notamment, pour savoir donc s'il y a propagation de la maladie. Ce sera appliqué dans les régions, dans les écoles où il y a une forte incidence de la maladie et où le taux de vaccination est plutôt bas. Et les activités parascolaires vont pouvoir reprendre. Ça va prendre un passeport vaccinal pour les activités sportives, intérieures ou extérieures, où il y a des contacts. Évidemment, tout au cours de l'après-midi, on va vous parler de ce qui a été annoncé aujourd'hui. À 15h aussi, on aura les détails sur le passeport vaccinal. Le temps de vous dire que vendredi, ce sera la parole aux mordus. On va répondre à vos questions sur les sujets d'actualité de la semaine. Catherine Gauthier
s'en vient avec l'info et toutes les informations concernant cette rentrée scolaire notamment, et le point de presse de 15h aussi. Bon après-midi.